Je ne vais pas vous surprendre en commençant par remercier François Héran pour son invitation et sa présentation qu'il a faite tout à l'heure. C'est assez émouvant, même après de nombreuses années d'enseignement. C'est assez impressionnant de venir parler au Collège de France. Et en venant ici, je me souvenais d'il y a presque 30 ans, quand je remontais la rue Saint-Jacques pour soutenir ma thèse, qui portait sur le regroupement familial. Et donc, évidemment, le GISTI m'a accompagnée dès mes premiers pas de juriste, de chercheur. Alors, je voudrais aussi remercier François Héran pour la relative audace qu'il a en faisant parler à l'occasion d'un séminaire sur les droits des étrangers, les droits des migrants, puisque c'est le titre générique du séminaire, de l'accès aux juges. Parce que quand on pense aux droits des étrangers, on ne pense pas tout de suite spontanément à l'accès aux juges. Et ma collègue et amie Ségolène Barbou-Desplaces, lors du séminaire il y a 15 jours, disait que c'était original de parler des droits sociaux des étrangers parce qu'on en parle relativement peu, en tous les cas dans les amphithéâtres. Eh bien, je crois que le propos est également vrai pour la question de l'accès aux juges. On en parle très peu dans les amphithéâtres. Alors, on en parle peu dans les amphithéâtres. J'avais aussi l'impression que dans le débat public sur les questions migratoires, on s'intéressait assez peu à la question du contentieux des étrangers, mais je me demande s'il ne faut pas parler un petit peu à l'imparfait. D'abord parce que la prochaine loi va sans doute réformer en partie le contentieux des étrangers sur des points qui sont loin d'être anodins, puisque on veut simplifier le contentieux des étrangers en divisant le nombre de procédures, le nombre de recours de façon drastique. On veut changer les modalités du procès en multipliant le recours à la visio-audience, j'en reparlerai peut-être plus tard. On envisage aussi de limiter la collégialité. Enfin, il y a énormément la collégialité des tribunaux. Il y a énormément de points qui concernent directement le contentieux des étrangers et qui sont mis là un petit peu sur le devant. Et puis, ce matin, évidemment, quand j'étais en train de me demander quelle accroche j'allais retenir pour cette présentation aujourd'hui, j'écoute les informations et j'entends un éditorialiste indiquer que c'est quand même scandaleux que maintenant, il y ait une mainmise du pouvoir judiciaire sur la politique migratoire, qu'il est scandaleux que finalement les décisions concernant les migrants soient prises par les juges et non pas par les politiques. Et ce qui suscitait cette soi-disant prise de conscience, c'était l'installation de jeunes migrants devant le Conseil d'État pour obtenir un hébergement dans des structures d'accueil. Donc ce n'était pas le ministère de l'Intérieur qui avait été choisi, mais le Conseil d'État comme étant la plus haute juridiction administrative. Et dans ce même propos, l'éditorialiste évoquait le GISTI, on y revient, donc je suis très, très heureuse d'intervenir après Liora Israël pour vous présenter la question de l'accès au droit, parce qu'était évoqué l'arrêt GISTI de 1978 sur le regroupement familial. Alors, pour aborder la question de l'accès au droit, pas l'accès au droit, l'accès au juge plutôt. Non. Voilà. Il était important de mettre en avant l'utilité de cet accès au juge. Sans accès au juge, finalement, les droits qui seraient reconnus aux migrants manqueraient d'effectivité. Donc, si on a pris l'habitude de s'intéresser aux droits fondamentaux des étrangers, quels qu'ils soient, le droit d'aller et venir, le droit à une vie privée familiale, le droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants, etc.,
Ces droits fondamentaux qu'on a l'habitude de présenter sous la forme d'un catalogue, ils ne seraient pas effectifs si on n'avait pas à un moment la possibilité de sanctionner leur violation. Et donc permettre à un migrant d'avoir accès à un tribunal, d'avoir accès à un juge, c'est permettre de ce qu'on appelle en bon juriste la sanction des droits. Donc, finalement, l'accès au juge est indispensable pour compléter l'énoncé de tous les autres droits qui sont reconnus à un migrant. Derrière cet accès au juge, il y a finalement plusieurs facettes. J'ai essayé de les lister sans du tout prétendre à l'exhaustivité sur cette diapo. Alors évidemment, accès au juge, on se dit il faut permettre... Vous tournez la tête comme ça vous... Merci. Quand on parle d'accès au tribunal, on pense tout de suite, de façon la plus évidente, à la possibilité de saisir un juge, et si possible de le saisir sans que ce soit trop complexe. Mais il y a aussi la qualité de ce juge qui va apparaître assez rapidement. Il faut que ce soit un juge qui soit indépendant et impartial. Quand j'évoquais la question d'un accès au juge pas trop complexe, évidemment, il y a la question du coût qui va apparaître assez rapidement. Et pour l'étranger, ça va être quelque chose d'assez essentiel de savoir s'il va pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour pouvoir bénéficier d'un conseil, des services d'un avocat. Et parmi les conditions de la saisine, à côté de l'aide juridictionnelle qui est importante, il y a aussi la question des délais. Là aussi, j'y reviendrai sans doute, du délai de recours, du délai de jugement. Et puis aussi, toujours derrière cette catégorie générique d'accès au juge, il y a les moyens qu'on va pouvoir faire valoir devant les juges contre son contradicteur. Et là, ça nous amène à évoquer la nécessité de donner la parole effectivement à l'étranger, mais également de lui permettre d'avoir le moyen de produire des éléments de preuve. Ce droit d'accès au juge, avec les différentes facettes évoquées à présent, dans la diapositive précédente, est un droit qui n'est pas du tout limité à un contexte franco-français. Et avec cette diapositive, vous voyez que c'est quelque chose qui est reconnu tant au niveau international qu'au niveau européen. Donc, j'ai mentionné la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pour montrer que là aussi, on n'est pas face à un phénomène qui est complètement récent. Cette idée de la nécessité d'avoir accès au juge, elle est fort ancienne. On le retrouve donc à côté de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans un autre texte onusien, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui va un peu plus loin que la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisqu'elle utilise l'adjectif d'utile pour qualifier le recours. Et puis, si on quitte le contexte entièrement international pour s'intéresser à la sphère européenne, il y a bien sûr, et c'est peut-être ça qui est le plus connu, la Convention européenne des droits de l'homme et son fameux article 6 qui garantit un droit à un procès équitable. Et parallèlement, l'article 13 qui prévoit directement, lui, le droit à un recours effectif. Donc, quand on parle d'accès au juge, on pense d'abord et surtout à la Convention européenne des droits de l'homme, et c'est sûr qu'elle a eu un certain nombre de conséquences en matière de contentieux, peut-être pas tellement en matière de contentieux des étrangers, puisque le domaine de l'article 6 a parfois été compris de façon restrictive, mais c'est maintenant finalement compensé par un autre texte qui est la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son article 47
qui est de plus en plus souvent utilisé. Alors, il n'est pas encore très connu en France, mais on s'emploie à le faire connaître. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Il y a un certain nombre de décisions qui utilisent cet article 47, et notamment de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, qui vont nécessairement avoir des conséquences sur la façon dont on va appréhender le contentieux des étrangers en France. Alors, on pourrait se dire, il y a pléthore de textes, c'est fantastique, il faut voir maintenant comment ils vont être mis en œuvre dans notre ordre juridique interne. En fait, comme je l'évoquais à l'instant, ils sont assez peu utilisés, ces textes internationaux, parce qu'on se satisfait de nos propres textes constitutionnels. Et jusqu'à présent, sauf exception, c'est surtout l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui est utilisé pour garantir cet accès aux juridictions. Alors, pourtant, on ne parle pas de recours effectif dans l'article 16. C'est un texte qui est assez général, vous le voyez à l'écran. On nous parle simplement de la garantie des droits et de la séparation des pouvoirs. Eh bien, derrière cette séparation des pouvoirs destinée à garantir à l'individu des droits, il y a cette idée d'accès au juge. Alors, l'accès au juge, c'est quelque chose qui a été profondément bouleversé sous l'action du justice, j'aurais tendance à dire, peut-être, à cause du renouveau des sources, peut-être aussi, et là je reviens au poids susceptible d'être joué par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Mais j'aimerais vous lire certains extraits du livre essentiel qu'a écrit Daniel Lochac, que vous avez mentionné tout à l'heure. Ce livre, il s'appelle « Étranger de quel droit ?» C'est un livre déjà ancien, puisqu'il date de 85, donc on a un recul de presque 40 ans par rapport à ça. Et dans cet ouvrage, Daniel Lochac évoque le petit nombre de recours. Alors, quand on voit aujourd'hui la place prise par le contentieux des étrangers, on est très surpris de voir qu'il y a eu cette transformation colossale en l'espace de moins de 40 ans. Et les extraits que je voulais évoquer avec vous, ce sont les suivants. Alors Daniel Lochac parle du droit des étrangers et de sa complexité, et elle écrit « Face à ces 1001 règles et à ces 1001 façons de les interpréter, la revendication visant simplement à l'application du droit n'a plus de sens. Ou plutôt, elle n'aurait de sens que si elle existait une instance compétente pour dire le droit et capable d'en imposer le respect à l'administration sur recours de tout intéressé. Cette instance, c'est le juge, dit-elle. Mais le constat reste négatif sur cette intervention du juge parce que, et je reprends la citation, « quand sont en cause les étrangers, ce dispositif à la fois dissuasif et répressif ne fonctionne plus ou fonctionne mal. » Alors d'abord parce qu'il y a des hypothèses où il n'y a pas de recours, tout simplement, mais dans d'autres hypothèses, il y a la possibilité d'avoir un recours, et pourtant, ça ne fonctionne pas en 85. Parce qu'il y a l'idée, et là je reprends la citation, il y a l'idée que l'admission et donc par extension le renvoi d'un étranger est un acte discrétionnaire par excellence, à l'encontre duquel on ne peut faire valoir utilement aucune prétention juridiquement fondée. Même lorsqu'un tel recours existe, ce qui est le cas le plus fréquent, les garanties qu'il procure risquent fort de s'avérer illusoires. D'abord, les recours juridictionnels sont difficiles, parfois même impossibles à mettre en œuvre. Et même s'il en a la possibilité matérielle, l'idée d'intenter un recours ne lui viendra pas toujours spontanément à l'esprit. Je passe un certain nombre de phrases, et là on arrive à ce qui n'est pas une conclusion, mais ce qui sera ma conclusion par rapport à cette citation. Il ne faut donc pas s'étonner du petit nombre de recours intentés proportionnellement à la masse des décisions administratives. Et puis, quelques pages plus tard, Daniel Lochac évoque la réserve
spontanément observées par le juge qui aurait le souci de ne pas entraver l'action gouvernementale. Alors ce jugement porté sur l'action des tribunaux est assez intéressant et il me semble qu'il rejoint, je retourne au plan international, une certaine tendance exprimée par la Cour européenne, enfin, qu'on trouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne les migrations, la Cour européenne des droits de l'homme a eu une attitude finalement très réservée, elle aussi. Donc cette réserve du juge, on la retrouve dans la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'elle la Cour européenne commence par énoncer le droit des États de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers. Et donc c'est la première chose qu'elle met en avant. Et finalement, les droits fondamentaux arrivent comme une exception. Les droits fondamentaux de l'étranger n'arrivent que comme une exception à ce pouvoir de contrôle qui appartient aux États, qui serait l'essence même du pouvoir des États. Et le contentieux des migrations, finalement, le contentieux des étrangers plutôt, du droit des étrangers, est le seul devant la Cour européenne des droits de l'homme où il y a une sorte d'inversion du contentieux. Les droits fondamentaux interviennent en second, alors que sur toutes les autres hypothèses, la liberté d'expression, la liberté d'association, les droits fondamentaux arrivent en premier. Il y a un auteur qui parle d'inversion du contentieux, et c'est assez intéressant de voir cette réserve du juge, que ce soit le juge interne, à lire Daniel Lochac en 1985, ou que ce soit le juge européen à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il est possible que cette réserve existe toujours. Il n'empêche que le tableau dressé par Daniel Lochac en 1985 n'est quand même plus du tout un tableau qu'on pourrait dresser aujourd'hui. On l'a évoqué, il y a une explosion, je ne sais pas si le terme est heureux, il y a une augmentation impressionnante du nombre de recours formés par les étrangers. Et je ne sais pas comment les sociologues exprimeraient cela, mais bon, avec des termes plus simples, peut-être, je vais dire simplement que la ligne est montante. Le nombre de recours ne fait que s'accroître année après année. Alors, ce contentieux important, ce contentieux de masse, il est tout de même assez hétérogène. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a différentes couleurs pour associer à chacun de ces types de contentieux. Eh bien en fait, ces couleurs, je les ai choisies en fonction de la réalisation plus ou moins parfaite du droit d'accès aux tribunaux. Alors en vert, c'est le contentieux des refus de titres de séjour que l'on se place sur l'obtention, sur le renouvellement de ces titres, où tout n'est pas parfait, bien sûr, mais dans l'ensemble, les différentes garanties du droit à un procès équitable s'exercent de façon assez satisfaisante. Les obstacles sont relativement limités. En bleu, il y a tout un ensemble de décisions pour lesquelles les difficultés sont importantes, mais où on obtient quand même, dans un grand nombre de cas, la possibilité d'accéder au juge. Et puis, vous avez en rouge un problème important qui est celui de tous les étrangers qui, finalement, ne vont jamais avoir la possibilité de faire valoir leurs droits en justice, tout simplement parce qu'ils n'auront jamais la possibilité d'accéder à un territoire où ce droit d'accès au juge est garanti. Alors, avec cette diapositive d'introduction, je voulais insister sur le fait que mon propos aujourd'hui, ce n'est pas tant d'attirer
votre attention sur l'existence d'un droit d'accès au juge, mais c'est plutôt la volonté de montrer qu'il y a encore des progrès à faire quant à la réalisation de ce droit. Alors, dans son rapport de 2016 sur les droits fondamentaux des étrangers, c'est un rapport, c'est une étude plutôt assez intéressante où on a une vision très large de ce que sont les droits des étrangers et des imperfections des imperfections, le mot est faible, des obstacles qui existent encore dans la réalisation de ces droits fondamentaux. Le défenseur des droits a naturellement consacré quelques passages à l'accès au juge, mais finalement, les exemples qu'il donne sont relativement minimes. Donc je ne vais pas revenir sur ces exemples-là. Je vais juste les mentionner rapidement sans les développer, mais je vais plutôt essayer d'aller au-delà et de voir quels sont les autres obstacles que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, dans le rapport de 2016, le défenseur des droits faisait le constat que bien souvent l'étranger rencontrait des difficultés pour obtenir l'aide juridictionnelle. Et c'est assez simple à comprendre. Pour obtenir l'aide juridictionnelle, il faut avoir des revenus inférieurs à une certaine somme. On demande à l'étranger de faire la preuve des revenus dont il dispose. Et puis, évidemment, il n'a pas de déclaration d'impôt à produire, vu sa situation d'étranger notamment d'étrangers très récemment arrivés en France, et à partir de cela, la machine se bloque. Bon. Alors, des progrès ont été faits sur ce point-là, mais il n'empêche qu'aujourd'hui encore, il y a quand même un premier obstacle à surmonter quand on veut pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle, c'est de pouvoir faire comprendre au bureau d'aide juridictionnelle qu'on n'a pas des revenus d'un montant supérieur au fameux seuil à partir duquel, en dessus duquel on ne peut plus avoir l'aide juridictionnelle. Le deuxième point que le défenseur des droits relevait dans son étude, c'était celle du droit à un recours effectif pour les décisions d'éloignement en Outre-mer, notamment en Guyane. La plupart des recours pour qu'on puisse avoir un recours effectif, il faut que le recours soit en général suspensif, notamment en matière d'éloignement. Il faut attendre que la décision relative à l'éloignement de l'étranger soit définitive pour l'éloigner. Si on l'éloigne avant même qu'il ait pu faire valoir ses droits en justice, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il va devoir... Pour lui, s'il entend revenir en France, par exemple, il faudra qu'il recommence le processus de migration depuis le début. Donc, quand on parle de droit à un recours effectif en matière d'éloignement, on entend un droit qui, en général, il y a des exceptions, mais qui, en général, doit être suspensif, un recours suspensif. Et ce recours suspensif n'existe pas dans certaines réglementations spéciales, et notamment dans les réglementations qui concernent l'outre-mer, en raison de l'afflux massif d'étrangers. C'est toujours ce qui est cité en avant pour justifier la spécificité des règles de droit des étrangers en outre-mer. C'est le côté... il y a un afflux tellement incontrôlable de migrants qu'il faut avoir des mécanismes dérogatoires pour pouvoir les endiguer, en quelque sorte. Et cette question du recours non suspensif en matière d'éloignement avait finalement été posée à la Cour européenne des droits de l'homme, qui avait condamné la France dans un arrêt de 2012. Et le défenseur des droits s'en fait l'écho, d'autant plus qu'entre 2012 et 2016, il n'y a pas eu d'évolution majeure de la règle de droit qui pourrait démontrer que la France s'est mise en conformité avec les exigences de la Cour européenne. Même s'il y a des possibilités d'agir en urgence pour essayer d'éviter les violations des droits fondamentaux les plus graves. Le troisième point que mentionnait le défenseur des droits concernait l'assistance à un interprète. Pour avoir un droit
un accès au juge effectif, il faut évidemment pouvoir se faire comprendre du juge, il faut pouvoir comprendre les arguments qu'oppose la partie adverse, et il faut pouvoir soi-même exposer ces arguments. Vous aurez facilement compris que la question de la langue est alors extrêmement importante, et pour qu'il y ait un accès effectif à un juge, il faut qu'il y ait normalement la possibilité pour l'étranger d'avoir recours à un interprète. Et là, le rapport pointait du doigt le fait que, certes, sur le papier, le droit à l'interprète existe, mais quand on regarde concrètement quelle est sa mise en œuvre, les résultats sont nettement moins satisfaisants, notamment lorsque l'étranger parle une langue un peu plus exotique que l'arabe ou le chinois. Et là, bien souvent, on va faire appel à... On voit des tas de choses, hein, ça peut être faire appel à quelqu'un qui fait le ménage dans les locaux. Bon, tout ça est tout à fait bien expliqué dans le rapport du défenseur des droits, et je ne veux pas y consacrer davantage de temps. J'aimerais voir avec vous les autres obstacles. Et là, je vais subdiviser mon propos en deux temps. Il y a les obstacles qui ne concernent pas uniquement la France, qui sont liés finalement à la source, à la nouvelle source des règles en matière de migration, à savoir des règles européennes. Et puis on a des obstacles que je verrai dans un cadre plus franco-français. Alors concernant les obstacles qui sont liés au cadre européen des politiques migratoires, il faut d'abord constater, et je l'évoquais tout à l'heure, qu'il existe des zones de non-droit. L'étranger, le migrant, n'aura pas accès au juge, mais tout simplement, il n'a accès à aucun droit. Alors, c'est des choses dont on entend parler tous les jours, ou presque, hein, les fameux refoulements, le fameux non-accueil des bateaux dans les ports européens. On a peut-être moins conscience aussi de l'évolution des politiques migratoires en Europe qui comptent beaucoup sur le rôle des États tiers. Alors, l'accord Union européenne-Turquie a été fortement médiatisé, mais tous les autres accords passés avec des pays du nord de l'Afrique le sont moins. Et finalement, on a deux grands mouvements qui vont empêcher un migrant de faire valoir des droits d'une façon quelconque. C'est ce qu'on appelle les pushbacks. Donc là, c'est les États membres qui repoussent l'étranger pour qu'il n'atteigne pas sa frontière. Et puis, on a ce qu'on appelle les pullbacks, où ce sont les États tiers qui vont maintenir chez eux les migrants en question. Alors sur ce qu'on appelle les pushbacks, donc le refus par des États membres de l'Union européenne d'accueillir des étrangers, sur le refoulement de l'étranger, on a de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On nous dit que normalement l'étranger aurait des droits, hein. Mais bon, une fois qu'il est refoulé, c'est bien beau de le dire, il ne se passe pas grand-chose. Et puis... pour l'instant, on n'a strictement rien sur les pullbacks. On n'a pas de condamnation des textes européens qui ont pour objet d'obliger les États tiers à finalement régler eux-mêmes les problèmes migratoires. Donc ça, c'était les deux petits... Les deux premiers encadrés. De façon un petit peu moins visible, il y a le problème aussi des visas humanitaires. Quand on a un étranger qui est dans un État tiers et qui voudrait accéder au territoire de l'Union européenne pour y demander asile, il peut se rendre dans une ambassade ou dans un consulat d'un État membre de l'Union européenne pour y déposer une demande de visa, ce qu'on appelle des visas humanitaires. Et la question de savoir si la décision de refus d'un visa de ce type entre dans le champ du droit de l'Union européenne a été ou
dans le champ d'application de la Convention européenne des droits de l'homme, il y a été répondu par la négative. Donc, toutes nos règles qui permettent de consacrer des droits fondamentaux, et notamment le droit d'accès aux juges aux migrants, ne s'appliquent pas, faute de trouver un point d'entrée dans nos ordres juridiques, soit par le biais du droit de l'Union européenne, soit par le biais de la Convention européenne des droits de l'homme. À ce phénomène que j'ai qualifié de zone de non-droit, s'ajoute une sorte de déresponsabilisation des États sur ce qu'on appelle des agences qui vont, la plus célèbre d'entre elles, c'est Frontex, qui va gérer un certain nombre de questions de politique migratoire. Mais comment attaquer les décisions prises par Frontex? Comment démontrer par ailleurs que le refoulement qui intervient est bien le fait de Frontex? Alors j'ai mentionné une autre agence qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle LISA, qui est une agence qui gère la circulation des personnes à travers je synthétise un peu le propos, à travers les données biométriques de l'individu. Donc, vous avez, j'imagine, tous plus ou moins déjà eu l'occasion de franchir des frontières. Vous avez vu quelle était l'importance de vos empreintes ou de votre pupille. Pour les étrangers non autorisés à entrer sur le territoire de l'Union européenne, c'est évidemment une façon de les bloquer à l'entrée parce que leurs empreintes, leurs pupilles vont se retrouver dans des bases de données qui sont gérées par LISA. Et donc là, on a une sorte de déresponsabilisation, puisque c'est la technique qui fait que la décision de refus d'entrée est prise. Il n'y a pas une autorité directement qui explique que les conditions ne sont pas satisfaites pour que la personne entre sur le territoire. Alors ça, c'était pour les zones de non-droit. Il y a aussi ce que j'ai qualifié de zones de moins de droit, où les textes européens, les textes du droit de l'Union européenne, sont insuffisamment protecteurs pour conférer un véritable accès effectif aux juges. Alors j'ai donné deux exemples là, à travers les décisions d'entrée qui sont réglementées pour partie par le Code frontière Schengen. Et là, on a bien un texte qui prévoit un recours contre les refus d'entrée, mais le recours n'est pas suspensif. Le texte dit lui-même que le recours n'est pas suspensif. Donc à partir de ce moment-là, l'intéressé ne peut pas attendre que le juge décide si oui ou non il a un droit d'entrée. Il doit repartir et ensuite recommencer, même si il obtient un jour une décision du juge lui disant que la décision de refus d'entrée était illégale. L'autre exemple concerne la directive dite retour. La directive retour de l'Union européenne, c'est une directive éloignement. C'est assez étonnant sur le plan du vocabulaire d'avoir une directive qui s'appelle directive retour alors que c'est une directive dont l'objet est les décisions d'éloignement. Et là encore, sur le volet des recours, la directive est très très insuffisante, mais heureusement, la Cour de justice a pallié les lacunes les plus importantes en imposant, au nom du droit à un recours effectif, et là je retrouve l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, un recours suspensif contre les décisions d'éloignement. Et pour terminer, le dernier petit carré, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le rôle des agences en parlant de LISA. Et ça me permet aussi de faire la transition avec le cadre français, puisque vous savez qu'on multiplie les fichiers concernant notamment les étrangers pour pouvoir simplifier la prise de décision concernant ces étrangers. Et si la prise de la décision administrative concernant l'étranger est simplifiée, évidemment, ça va poser aussi un certain nombre de questions au niveau du contentieux ensuite.
Alors, peut-être avez-vous entendu de la controverse sur les fichiers concernant les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés. Ces fichiers existent, hein. Ce fichier existe, il a été généralisé et on nous annonce la création d'un nouveau fichier pour les personnes qui auraient fait l'objet d'OQTF, sachant qu'on a déjà a priori toutes les bases de données nécessaires pour faire face aux problèmes qui sont évoqués pour pouvoir créer ce nouveau fichier. Alors, je vais songer à conclure en vous montrant en France, alors cette fois c'est le cadre français, les autres obstacles. Alors, très rapidement, parce que en fait finalement je ne suis même pas arrivée au point que je voulais développer, ce qui m'embête prodigieusement. Très rapidement, le contentieux des étrangers, c'est un contentieux de masse qui naturellement conduit à s'interroger sur la qualité de la justice qui va être donnée. Est-ce que les juges vont avoir les moyens de traiter de façon satisfaisante ce type de contentieux? Parce qu'on a la volonté d'éloigner l'étranger qui serait en situation irrégulière des délais de recours qui parfois sont extrêmement brefs. Parfois, un étranger dispose d'un délai de recours de 48 heures. Ça veut dire que la décision est prise à son encontre, il dispose de 2 jours, ça peut se passer pendant un week-end, pour décider ou non de faire un recours. Sans surprise, le rapport du Conseil d'État sur le contentieux des étrangers fait remarquer que l'effectivité de ce recours est fortement discutable. On a les délais de jugement. Et ça, si vous vous intéressez à l'actualité, vous avez vu que ces délais de jugement peuvent aussi, selon certains types de contentieux, être très courts. Donc ça, c'est l'affaire de l'océan, du bateau de l'océan Viking, où finalement, les personnes étaient placées en zone d'attente, elles avaient un droit à un recours pour pouvoir quitter cette zone d'attente, et ce recours devait être statué sur ce recours dans un délai de 48, je crois. Enfin, très. Vu le nombre de personnes concernées, les juges, ils ont beau être très bien organisés, les avocats ont beau être très bien organisés, mais il n'a pas été possible de statuer dans ce délai de jugement. Alors, j'avais évoqué la visio-audience aussi, c'est un point important. Si vous avez un juge d'un côté, un étranger de l'autre, où se situe l'avocat? Où se situe l'interprète? Est-ce qu'ils sont du côté du juge? Est-ce qu'ils sont du côté de l'étranger? Vraisemblablement, l'avocat ne va pas forcément avoir envie de se déplacer en centre de rétention, pour prendre un seul exemple, s'il a la possibilité de discuter directement avec le juge. Alors, est-ce que l'étranger va être défendu correctement si son avocat est à plusieurs milliers de kilomètres? Alors ça, c'est un débat qui est extrêmement intéressant, que les juristes sont assez mal placés pour aborder, mais c'est une question très importante pour essayer de comprendre si la justice des étrangers est rendue de façon satisfaisante. Bon, j'ai déjà évoqué la remise en cause de la collégialité et la complexité du contentieux. Bon, là encore, l'actualité nous montre clairement combien ces règles sont difficiles à mettre en œuvre. Alors ça, c'était une diapositive pour vous montrer que quand on parle de contentieux de masse, ce n'est pas un vain mot. 42% du contentieux traité par le juge administratif, par le tribunal administratif, donc le juge administratif de première instance, est le contentieux des étrangers. 42% des affaires concernent du contentieux des étrangers. Au tribunal administratif de Montreuil, on arrive même à 56%. Et tout cela alors que les juges administratifs se demandent pourquoi on leur demande de traiter de nombre de dossiers, puisque la plupart de ce contentieux concerne la question de l'éloignement des étrangers, le contentieux des OQTF, et vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir que le problème est celui de l'exécution des décisions d'obligation de quitter le territoire français. Donc, le juge administratif va dire oui, l'OQTF, il était légitime de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français, et puis la décision ne va pas être exécutée.
Donc ça, c'est un extrait du rapport du Conseil d'État pour montrer combien le contentieux des étrangers est complexe. Mais bon, alors, ce dont je voulais vous parler, c'était la question du dualisme juridictionnel avec le rôle du juge des libertés, qui est un juge judiciaire qui intervient à côté du juge administratif. Je ne vais pas développer, si ce n'est pour vous dire que pour le justiciable qui est l'étranger, c'est très compliqué de comprendre pourquoi, quand on l'a placé en rétention, car il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il doit former 2 recours, l'un devant le juge des libertés, le juge des libertés de la détention, le juge judiciaire, pour pouvoir contester son placement en rétention, l'autre devant le juge administratif pour pouvoir contester la décision d'éloignement. Et même pour les avocats, cela peut être complexe. J'ai été assistée à une audience il n'y a pas longtemps, histoire de me mettre dans le bain de ce séminaire, et l'avocat invoquait devant le juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention, des arguments pour contester la décision d'éloignement. Pas un mot sur le placement en rétention qui était l'objet du litige, mais on était complètement en décalage, on était sur la légalité de la décision d'éloignement. Alors pourtant, les magistrats disent que ça fonctionne. Quand on regarde les différents rapports en matière de contentieux des étrangers, on nous dit que ça fonctionne. Dernier point que j'aurais aussi voulu développer, que je ne développerai pas davantage, si ce n'est dans la discussion peut-être tout à l'heure, c'est celui de l'égalité des armes. J'ai commencé tout à l'heure en vous disant que derrière le droit d'accès au juge, il y avait un droit à l'égalité des armes. Ça veut dire notamment que chaque partie au litige doit pouvoir faire valoir ses droits. Et dans certains cas, c'est extrêmement compliqué pour l'étranger de faire valoir ses droits, ne serait-ce que quand il doit démontrer son état civil. Il va avoir un acte de l'état civil par hypothèse étranger. Cet acte, pour qu'il soit produit en justice, il doit être légalisé. Et obtenir la légalisation de l'acte de l'état civil, c'est un peu un parcours du combattant, à tel point qu'il y a eu cette année un contentieux pour remettre en cause cette obligation de légalisation qui, pour l'instant, n'est pas assortie, je reviens à mon sujet, d'un recours juridictionnel. Et donc, si une autorité refuse la légalisation de l'acte de l'état civil, l'affaire se termine là. Alors, le Conseil constitutionnel a dit que grâce à l'existence d'un droit au recours effectif, il fallait que le législateur modifie sa copie et prévoie un recours à l'encontre des décisions de refus de légalisation, d'une part, et surtout, c'est moins connu, mais le Conseil d'État, dans un avis de juin 2022, a indiqué que le juge devait tenir compte de l'acte de l'état civil, même en l'absence de légalisation, si par ailleurs, évidemment, l'affaire semblait tenir la route. Mais ça, c'est tout le problème de la réserve et sans doute aussi tout le problème de l'accès effectif de l'étranger à la justice. Alors, j'ai été beaucoup trop longue, je n'ai pas pu vous dire tout ce que je voulais vous dire, mais on aura peut-être l'occasion dans la discussion d'en reparler. Merci beaucoup.